Mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Et cet après-midi, je suis avec Hervé Akam. Hervé Akam, bon après-midi et bienvenue. Merci Jean-Jacques, merci, pas merci, bonsoir à Salman, le technicien. Bonsoir aussi à tous ceux qui les écoutent, hein, c'est les lundis. Bonsoir au fondateur de la radio. Je m'en voudrais d'oublier d'autres, enfin des gens qui nous soutiennent, hein, et qui, par leurs appels, animent l'émission et apportent en plus. Parce que la culture, c'est très important. Oui, c'est vrai. Ouais, ce qui nous permet un peu de sortir un peu de l'ordinaire, quoi. Oui. Et donc, merci à tous ces soutiens qui arrivent tous les jours. Et effectivement, qui montrent, et bien entendu, que dans ce pays, on peut faire aussi des bonnes choses. Et oui, dès qu'on vous accueille, on sait qu'on parle de littérature d'ailleurs. Il y en a qui m'ont posé la question, pourquoi parler des littératures d'ailleurs? Je disais, et je ne sais pas si c'est une bonne réponse, qu'il faut absolument sortir. Il faut absolument sortir, côtoyer d'autres réalités pour mieux appréhender le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes plus seulement dans l'internalité, mais aussi l'externalité. Le Cameroun n'est pas une monade. Il faut absolument côtoyer ce que les autres font. Peut-être ça peut nous inspirer, car en ce moment, sur le plan intellectuel, il faut davantage développer les consciences et aussi amener les uns et les autres à être mieux avertis sur certaines questions. Oui, je crois que tu as bien résumé un peu l'importance d'aller voir ailleurs, hein, pour chercher à appliquer ce qu'on voit ailleurs chez nous. Et ça s'est vu quand même, enfin je sais pas si dans ce cas de Polichinelle, parce que quand on regarde un peu tout, depuis pratiquement le 19e siècle, au début du 19e siècle, la plupart des Camerounais qui allaient étudier en Europe. En Europe, oui. Avec les bourses et tout. Avec les bourses et qu'est-ce que, quand ils rentraient, effectivement, ils apportaient quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'il y a eu aussi l'idéologie panafricaniste, là, qui a été très prenante à l'époque, qui pensait, dont le fondement était le suivant, c'est que l'Afrique a tout inventé. Mais on peut inventer des choses. Vous savez, quand vous avez des cycles, quand il y a des cycles, ces cycles aussi vous permettent aussi de monter et puis de descendre aussi, parce que les choses vont par gradation. Et à un certain moment, effectivement, l'Afrique avait un peu perdu de ce qu'elle avait gagné pendant très longtemps. Il faut donc reconquérir l'époque. Il faut donc, voilà. Les pyramides en Égypte et tout, parce que c'est désormais un peu lointain. Tout à fait, c'est très lointain. Alors, il faut maintenant reconquérir tous les espaces que les autres ont occupés. Quand on regarde un peu toute la révolution industrielle, là, on est passé à côté de l'électricité. 19e siècle et tout. Ouais, on est vraiment le moteur explosion. On est passé à côté et on n'a pas vu passer. Pendant ce temps, c'était l'esclavage. Pendant ce temps, c'était la colonisation. Donc, raison pour laquelle, effectivement, quand les autres avancent, et même s'ils avancent en nous opprimant, parce que c'est ce dont il faut parler, parce qu'en réalité, on a été opprimés pendant cette période. Mais le problème, c'était de sortir un peu de l'oppression, effectivement, de goûter un peu tout ce que les Blancs pouvaient nous apporter en termes de découvertes, en termes de... Et retenir le bon. Et retenir le bon. Tout à l'heure, vous avez parlé des grands progrès scientifiques et techniques que l'Afrique a malheureusement regardé en téléspectateur. Aujourd'hui, si l'on ne fait pas attention, l'intelligence artificielle est une autre grande révolution qui risque de traverser au passé à travers l'Afrique.
sans toutefois la toucher. Vous avez choisi de feuilleter aujourd'hui le livre de Luc Ferry. IA, grand remplacement ou complémentarité, c'est une grosse question. Il faut rappeler qu'en 1997, un événement inouï secoue le monde. Deep Blue, un logiciel d'intelligence artificielle, triomphe de Gary Kasparov. Lui, il était champion d'échecs. Après quoi, maintenant, tout le monde se pose beaucoup de questions. Le livre liste cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle arrive pour remplacer l'homme, pour occuper la place de l'homme dans les entreprises? Cette problématique s'est posée à un certain moment. Il y a même des craintes qui, jusqu'à présent, sont formulées autour de l'intelligence artificielle. Mais tout à fait. L'exemple pris par l'auteur et puis aussi l'observation faite à l'époque quand il a fallu effectivement confronter un peu dans un jeu qu'on appelle l'échec, où on sait que les Russes sont les meilleurs. Oui. Alors il a fallu confronter un peu ce Kasparov, là, qui était champion du monde des échecs, à la machine. Et c'était encore ce qu'on appelle un peu l'IA faible, c'est-à-dire l'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire que... On peut même dire qu'on était encore en phase expérimentale. Voilà, c'est pour dire effectivement qu'on était encore en phase expérimentale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, cette machine a remporté un très grand succès. Et ça a été quelque chose qui a commencé à faire titre dans le cerveau de plusieurs observateurs qui se disaient, mais mon Dieu, comment une machine... même programmée, peut-elle arriver effectivement à vaincre quelqu'un qui joue aux échecs depuis pratiquement une vingtaine d'années et qui est le champion en titre des échecs. Et ça, effectivement, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, les gens commençaient à avoir peur parce qu'on se disait, mais mon Dieu, si on a encore une IA faible, une intelligence artificielle de ce qu'on appelle une IA faible, est-ce que cette IA faible, quand elle sera forte, comment l'homme, l'humain, pourra résister à cette déferlante du point de vue de tout ce que nous apporte comme mécanique. À partir de cette mécanique-là, comment le vivant, c'est-à-dire nous, serons en mesure effectivement de résister. Parce que vous connaissez bien, je ne sais pas si vous avez lu Frankenstein, qui était... Moi, le monstre qui finit par détruire son créateur. Bien entendu, on a vu ce problème ici avec le ministre Famdongo, effectivement, qui parlait de créature, c'est-à-dire un monstre qui crée une créature, et la créature échappe à la personne qui l'a créée, au contrôle. Et là, ça devient dangereux, puisque ce monstre, effectivement, peut faire de vous ce qu'il veut. Alors, on en est là, et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est ce monstre, parce qu'effectivement, c'est un problème, bien entendu, d'études et de réflexion. Et c'est ça un peu qui nous manque un peu en Afrique. C'est-à-dire quand vous avez des phénomènes de ce genre, au lieu effectivement de commencer à réfléchir un peu sur ce monstre qui va naître le lendemain, parce que les études sont déjà lancées, la réflexion est lancée. Oui. Et malheureusement, il n'y a pas de réflexion, et les gens attendent effectivement qu'on subisse un peu ce monstre. Comme dans le film de Frankenstein, où effectivement, il a fini par dominer un peu l'humain, de manière aussi barbare que le film le traite, ou bien la dictature l'a traité. Alors, donc, c'est ça un peu la difficulté chez nous en Afrique, d'où, quand on revient un peu à la question de tout à l'heure, là, pourquoi ne pas aller chercher ce que les autres font pour le développer ici? Pourquoi ne pas prendre, effectivement, les réflexions, les prémices de cette réflexion-là? Pourquoi ne pas les prendre? Pour mieux domestiquer l'intelligence artificielle. Pour mieux domestiquer, oui. Et puis être en concurrence avec les autres. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être en concurrence au point de vue de la réflexion avec l'Occident. Puisqu'effectivement, l'Occident n'a pas toujours abouti à partir de leur réflexion à des conclusions qui sont souvent les nôtres. Or, on peut les accompagner dans cette réflexion puisqu'on a la matière. Et donc, ce problème se pose aujourd'hui, à savoir que la machine, c'est-à-dire le mécanique, va-t-il dominer un peu sur l'intelligence humaine? L'intelligence humaine. Alors, il se trouve que Luc Ferry n'est pas n'importe qui. C'est d'abord un philosophe, donc un regard assez panoramique sur la vie, ancien ministre. Il est auteur de nombreux ouvrages. Alors, finalement, en Afrique, tout ce qui n'est pas tout de suite compréhensible ni maîtrisable est considéré comme de la sorcellerie. Est-ce qu'on sait, au regard de la lecture et du point de vue de Luc Ferry, ce qu'est en réalité l'intelligence artificielle? Alors, disons qu'en réalité, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est un philosophe. Ce monsieur a été ministre de l'Éducation à l'époque où il commençait à se poser des problèmes un peu
du numérique et l'informatique aussi, les deux, vous savez. C'est par gradation que ces choses arrivent. Vous avez eu d'abord l'informatique, où on traitait l'information dans des données. À travers les données, vous avez aussi toute l'infrastructure numérique, c'est-à-dire l'ordinateur et tout ce qui allait avec, etc. Donc, je crois qu'à partir de là, les gens, enfin, ce ministre, qui est un philosophe, il a commencé à se poser des questions, effectivement, sur le devenir de l'homme, le devenir de l'humanité aussi, le devenir de l'humain. Alors, il s'est posé alors deux problèmes. Le problème, un peu, vous savez, quand on regarde un peu l'intelligence, les progrès, les performances de l'intelligence artificielle aujourd'hui, en dehors du fait qu'elle a rapporté un tournoi d'échecs. Voilà. Oui, qui est plutôt un jeu de stratégie. Qui est un jeu de stratégie, bien entendu. Alors, vous avez un peu ce qu'on appelle, vous savez, pendant très longtemps, l'intelligence artificielle s'occupait beaucoup de ce qu'on appelle un peu le post-humanisme. Le post-humanisme, c'était quoi? C'est-à-dire, ça veut dire que pendant longtemps, on a cherché effectivement à prolonger la vie des gens à travers des découvertes médicales, etc. Et beaucoup de gens se sont penchés un peu sur le fait que l'homme, on pouvait lui faire gagner une certaine longévité. D'où effectivement des soins sur le corps qui étaient très importants. Or, ce soin-là, on avait besoin un peu, en séquençant le génome, découvrir un peu quel type de maladie, effectivement, on pouvait découvrir que, effectivement, notre regard ne pouvait pas faire. Oui. Alors qu'il a fallu, bien entendu, introduire un peu de l'intelligence artificielle dans ce regard-là. Effectivement, on a découvert, effectivement, que en dehors de... Peut-être que l'homme avait des milliers de molécules, etc., que ces molécules ne sont visibles, ne peuvent pas être aussi visibles à l'œil nu, et que la machine, effectivement, pouvait nous aider, effectivement, à découvrir toute cette maladie-là. Donc, il y a eu un problème de longévité qui s'est posé, et il y a aussi le problème de vieillissement. Vous savez, les gens, au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, les gens vieillissent. Là. Alors, donc, on s'est posé la question de dire, bon, voilà, nous les humains, là, est-ce qu'on peut arrêter le vieillissement? Cette question s'est posée pendant très longtemps. Et même la plupart des philosophes, à l'époque, se sont posé la question, même les bioéthiciens, et la biotique, etc. Puisqu'on a vu, par exemple, en France, des conseils, ce qu'on appelle un peu les conseils de la nation, où effectivement, on a essayé de mobiliser un peu les médecins, les philosophes, etc., les sociologues, pour comprendre un peu comment on peut ralentir un peu la vieillesse. Et c'est pourquoi vous voyez souvent dans des magazines aujourd'hui, sur la santé, etc. Oui, les liftings, pommades, pour montrer que quand même il y a eu des recherches et qu'on peut avancer sur ce terrain-là. Et qu'on peut avancer sur ce point. Donc ça a posé le problème un peu du transhumanisme, c'est-à-dire vraiment comment on peut, effectivement, à travers la longévité, à travers aussi l'arrêt de la vieillesse, comment on peut aider l'homme, effectivement, à vivre plus longtemps, étant donné que les sciences aujourd'hui, les sciences médicales, nous apportent un certain reconfort. Quand on regarde un peu l'espérance de vie des gens aujourd'hui en Europe, même la nôtre, elle commence à augmenter. Oui. Parce qu'il y a 20 ans... On parlait de 45, maintenant c'est un peu plus. C'est maintenant un peu plus. Oui. Et pourquoi c'est on regarde le niveau des infrastructures bien entendu, voilà. La qualité des soins qu'on peut apporter, ce qui n'était pas le cas. Est-ce que finalement, lorsqu'on regarde l'intelligence artificielle, peut-être, est-ce que c'est pas un aveu d'échec finalement de la recherche qui aurait voulu finalement fabriquer un homme au sens propre du terme, à défaut de fabriquer un homme qui réfléchit, on fabrique une machine qui soit au niveau de la réflexion un peu plus performante que l'intelligence humaine? Alors là, c'est maintenant que le véritable problème commence à se poser, puisqu'on a réglé le problème du transhumanisme en arrêtant la vieillesse et en accompagnant l'homme plus longtemps possible dans la vie. Alors, se pose aujourd'hui le problème qu'on appelle un peu le post-humanisme, c'est-à-dire créer un nouvel homme. Et comment on peut le créer? On peut le créer de manière assez... C'est-à-dire, il y a des gens, parce que c'est encore au niveau de la théorie, ce n'est pas encore... On n'a pas encore commencé à matérialiser cette théorie. Mais la réflexion avance, notamment avec des gens comme Elon Musk, dont on connaît un peu des prouesses dans cette... Neuralink,
Starlink, etc., qui permettent, par exemple, c'est-à-dire celui qui, par exemple, en Ukraine, où il utilise Starlink pour, effectivement, voir le départ un peu diffusé des drones qui peuvent tomber sur l'Ukraine, etc. Donc, voilà, pour anticiper quand même tout ce que la guerre peut engendrer comme mort, etc. Alors, donc, quand on observe un peu toutes ces réflexions-là, quand on les analyse, on se rend compte que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut ce qu'on appelle un peu l'expropianisme, c'est-à-dire exproprier l'homme de son cerveau, de ses nerfs, etc. Parce que vous savez, nos corps, dans nos corps, vous avez des nerfs, vous avez des veines, etc. Vous avez des trous par lesquels tout passe, etc. Comme un transistor. C'est-à-dire, quand vous regardez un peu le transistor, vous avez tout ce qu'il faut pour que le cerveau, c'est-à-dire l'intérieur qui diffuse un peu l'information, soit nourri. Alors, on a un peu tous ces éléments-là. Et là, les gens se sont dit, est-ce qu'on peut faire cet exproprianisme, c'est-à-dire prendre tout ce qui existe, par exemple dans ce transistor, ou dans une voiture, parce que quand vous regardez un peu votre capot, vous le soulevez là, vous voyez tout ce qui fourmille à l'intérieur là, comme courant, comme chaîne, etc. Alors, donc, c'est ça dont il est question là. Si on peut le prendre et le mettre, effectivement, dans cette machine qui va, effectivement, répondre comme un individu. Et ça, c'est toute la difficulté. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que, vous savez, quand vous avez ce qu'on peut faire, ce qu'on peut copier de l'homme, on peut dire que c'est ce qu'on appelle un peu l'équivalent de l'homme, mais l'équivalent de l'homme, en termes de machine, ce n'est pas, effectivement, une identité. Parce que vous ne pouvez pas faire, parce que vous avez récupéré un peu le capot, vous avez récupéré un peu tous les fils, que finalement vous aurez un individu en face de vous. Non. Donc l'équivalent ne fait pas d'identité. Voilà le problème qui se pose. Parce qu'effectivement, les gens se sont rendus compte que, en prenant à travers un peu ce qu'on appelle un peu l'imagerie, quand on commence à prendre en photo ce que vous avez à l'intérieur du cerveau, dans un coin de votre cerveau. Alors quand on regarde un peu, on peut dire, bon voilà, tel nerf peut aider effectivement à résoudre tel problème, alors que l'autre ne peut pas. Donc il y a un peu tout ce problème qui se pose en ce moment, à savoir que comment fait-on effectivement pour montrer que si on a un fil, ce fil, effectivement, peut servir à telle chose. Ce fil servira à un autre. Et là, vous avez ces problèmes qui se posent au niveau de la conscience. Est-ce que la machine, effectivement, quand on va lui doter un peu de tous ces cerveaux avec tous ces fils-là, est-ce qu'on aura la conscience? Or, vous avez une conscience. Nous, les êtres humains, on a une conscience, on a des émotions. Il y a des moments. Mais pas sûr que la machine ait également une conscience. Voilà. C'est-à-dire que le véritable challenge se trouve effectivement là. Le challenge se trouve là. C'est-à-dire comment doter la machine d'une conscience et des émotions. Vous savez, quand on vous annonce par exemple la mort de quelqu'un là, tout de suite, vous prenez la figure de quelqu'un qui vient de perdre une relation. Est-ce que la machine, effectivement, en mesure effectivement de voir peindre comment dire ça, ce visage de terreur, de peur, d'angoisse? Est-ce que la machine peut le faire? Donc, ça pose un problème, effectivement, des émotions. Parce que, effectivement, l'émotion, c'est ce qu'on appelle, nous, les historiens des mentalités ou les sociologues, ils appellent, c'est le résultat, effectivement, d'une angoisse. C'est-à-dire, quand on vous annonce une nouvelle, et tout de suite, vous prenez... Alors... Aujourd'hui, il se trouve que la grosse problématique, si le sous-titre nous oriente quand même, est-ce que l'intelligence artificielle vient pour le grand remplacement ou pour la complémentarité? Prenons par exemple sur le terrain des guerres aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de la guerre en envoyant des soldats sur le terrain. Aujourd'hui, ça peut se faire par drone. Depuis les États-Unis, depuis n'importe quel coin au monde, on peut piloter un drone qui va bombarder à tel ou à tel autre endroit. Est-ce que donc l'intelligence artificielle vient pour remplacer l'homme dans certains exercices ou alors l'aider à réaliser un certain nombre de tâches? Alors, rien qu'un peu sur le terrain de guerre qu'on observe aujourd'hui en Ukraine,
ce qui s'est passé aussi au Nagorno-Karabakh, c'est-à-dire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en fait, on a vu effectivement qu'il y avait beaucoup d'usages un peu des drones, des drones d'observation, des drones d'attaque, et même ce qu'on appelle aujourd'hui des robots tueurs. Oui. Ça, on l'a vu aussi. Alors, donc, c'est le problème effectivement qui se pose aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle a pu le faire, mais c'est pas l'intelligence artificielle avec une conscience, avec des émotions, mais ce qu'on appelle un peu une intelligence artificielle, comment dire ça, représentative. C'est-à-dire ça représente un peu tous les éléments que l'homme peut avoir. Oui. Et là, dans ces éléments-là, introduits dans le cerveau un peu de l'individu, pardon, la machine, oui. Oui, la machine, je m'excuse. Alors, vous avez effectivement tous ces éléments-là de surveillance, tous ces éléments qui permettent effectivement d'attaquer certaines zones sans que effectivement les autres puissent vous observer quand vous n'avez pas effectivement cette intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle elle sert beaucoup dans des moments de guerre. Et puis on voit par exemple dans des pays européens aujourd'hui, quand on lit un peu la presse, on se rend compte par exemple en France, on a créé une section qui s'occupe rien que de l'intelligence artificielle dans un ministère. C'est vrai. Ah, ça prouve effectivement que les gens prennent cette affaire au sérieux, parce que d'autant plus qu'ils veulent aller plus loin, donc il faut occuper cet espace-là. C'est vrai que nous on est encore... parce que je sais pas, j'ai lu quelques revues militaires, enfin pas lu, et suivi quelques articles, des documentaires ici et là, mais malheureusement je n'ai pas vu grand-chose. Mais on se rend quand même compte que l'intelligence artificielle gagne du terrain, parce que pratiquement toutes les grandes applications ont leur intelligence artificielle, et c'est curieux. On a cité par exemple Meta IA qui existe, Gemini pour Google, on voit Copilot pour Microsoft principalement pour les logiciels de rédaction des documents, mais on se rend bien compte, s'il faut, et d'ailleurs dans tous les secteurs on agit déjà avec l'intelligence artificielle. Je me rappelle il y a quelques mois quand même une maison d'édition en France avait décidé de fermer ses portes simplement parce que la plupart des manuscrits qui arrivaient étaient le fruit de l'intelligence artificielle dont des hommes allaient sur grâce à leur chat GPT ou autre application que je ne vais pas citer ici, allaient simplement pour recueillir des textes qui étaient proposés plus tard à la maison d'édition. Mais heureusement, il y a des moyens de détecter lorsqu'un texte est rédigé par l'intelligence artificielle. On se rend bien compte que ça ne touche pas encore vraiment l'Afrique, mais c'est le monde qui semble être embrasé par la nouvelle tendance de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Quand on regarde un peu tous ces logiciels, ChatGPT, DeepSeek chez les Chinois aussi, dont on parle un peu beaucoup, on se rend compte qu'au niveau un peu de l'art, parce qu'il s'agit de l'art, est-ce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un peu de la créativité avec tous ces logiciels-là? Difficile. Disons qu'en réalité, là, moi j'ai suivi un peu, c'est vrai, c'est pas dans les analyses que je fais, mais j'ai quand même suivi des procès aux États-Unis, par exemple, de quelqu'un qui disait, bon voilà, moi, c'est vrai que j'ai utilisé l'intelligence artificielle représentative, etc., mais le texte, il vient de moi parce que j'ai juste donné un titre, j'ai juste, comment dire ça, apporté le sujet. Enfin, les orientations. Les orientations, le sujet, les titres, etc., les personnages. Et effectivement, l'intelligence artificielle a tout fait. Et donc, quand on est allé au procès, effectivement, dans cette région-là, à New York, par exemple, effectivement, la justice lui a donné raison en disant que, bon, s'il a reçu un prix, c'est parce qu'effectivement, le mérite, c'est lui qui a fait l'essentiel, puisque en même temps, vous savez, comme vous avez par exemple ce qu'on appelle un peu les prompts, c'est-à-dire les programmateurs, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, quand l'intelligence artificielle lui remet un document, il peut le corriger aussi. Il peut apporter des éléments, d'autres éléments que, effectivement, l'intelligence artificielle. Vraiment, dans tous les domaines, il y en a, même pour la correction des documents, correction des textes. Je parlais tout à l'heure de Copilot, par exemple. À travers l'intelligence artificielle, certes, c'est l'intelligence artificielle qui vous fournit, par exemple, vous pouvez demander une demande d'emploi. Tout à fait. Mais vous allez devoir modifier en fonction de vos besoins. Bien entendu. C'est-à-dire que si c'est pas bien écrit, il y a des choses à apporter. L'intelligence artificielle va certes vérifier dans les différents sites, aller puiser là où c'est sourcé, à Wikipédia et tout, pour vous fournir
les informations que vous voulez peut-être pour votre exposé, mais c'est à vous de choisir. Donc finalement, c'est pas vraiment le remplacement, mais peut-être la complémentarité. Non, oui, c'est beaucoup plus la complémentarité quand même. Et cet exemple-là que tu cites est effectivement un exemple qu'on retrouve un peu pour ceux qui s'intéressent au problème de l'intelligence artificielle, à savoir que, par exemple, quand vous posez une question à un logiciel qui a des neurones artificiels, quand vous posez une question, voilà, est-ce que je peux présenter mon CV? Parce que ce CV-là, grâce à ce CV, je peux trouver du travail. Et qu'est-ce qu'il il vous répond, la machine, bien entendu. Il vous donne des réponses adaptées. Parce qu'effectivement, dans la programmation qui a été faite, effectivement, ce n'est pas, comment dire ça, c'est pas ramassé. Oui. Vraiment, c'est sourcé, il va sourcer, voilà, il va occuper, voilà. Et puis, il vous donne une réponse, effectivement, qui correspond bien spécifique à votre besoin. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui aussi, à mon avis, qui est très important dans la mesure où les gens pensent que la réponse peut être une réponse générale. Alors qu'en fait, elle est puisée quelque part. Elle est puisée quelque part. Parfois sur un site, parfois sur un logiciel autre, mais toujours est-il que ça se retrouve. Tout à fait. La preuve, c'est que si vous prenez par exemple sur WhatsApp, qui a également son intelligence Meta, vous allez vous rendre compte que si vous demandez à Meta de vous proposer, de vous dire qui est par exemple Hervé Akam, tout à fait. Vous verrez que Meta s'en va chercher tout à fait. Dans les différents articles où vous avez été cité, dans les différents endroits où on peut trouver votre nom, il va prendre les éléments de votre profil pour proposer. Maintenant, à vous de modifier. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'intelligence artificielle augmentée. C'est-à-dire qu'il récupère un peu, il faut de la récupération à gauche et à droite. C'est peut-être la vitesse, au niveau de la vitesse que ça change tout. Disons que pour le moment, la plupart des observateurs et ceux qui travaillent là-dessus, notamment Altman, qui est l'un des fondateurs de ChatGPT, et lui, quand les premières expériences faites dans son travail montrent effectivement que c'est-à-dire la question que vous aurez pu avoir en 1 heure de temps, vous l'avez pratiquement en 2 minutes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu le gain de productivité. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, on voit par exemple, moi j'ai suivi, j'ai des amis avocats qui sont en Europe, quand ils ont besoin d'instruire un dossier, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur GPT, qui s'exprime, qui est multimodal, c'est-à-dire qui parle des milliers de langues. Plusieurs, Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il introduit le dossier. En 3 minutes, il a pratiquement le résumé un peu du dossier. Donc, il n'a pas besoin, effectivement, d'utiliser tout son cerveau, le cerveau humain, parce que vous avez tellement de données. Parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire quand vous avez tellement de données que le cerveau humain ne peut pas absorber. Et qu'est-ce que vous faites? Évidemment, vous avez recours à tout à fait. Voilà. Mais le problème, c'est souvent ce qui arrive, c'est la leçon qu'il faut souvent tirer dans ce genre de... dans cette dialectique entre le post-humanisme, effectivement, et la transhumance, c'est effectivement ce qu'on appelle un peu les alignements. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps, quand vous avez besoin de quelque chose, il faut que ce qu'on vous rend, la réponse qu'on vous donne, soit cohérente avec vos besoins. Quand la réponse n'est pas cohérente, effectivement, ça donne souvent ce qu'on appelle un peu les defects, les hallucinations, ou on appelle ça souvent l'ombre chinoise. Alors, finalement, au regard de tout ce qui est dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre un peu pour l'intelligence artificielle que l'homme ne soit que finalement un acteur passif, aussi bien dans la création? Tout à l'heure, on a pris vraiment le secteur de l'éducation. Si vous demandez à votre intelligence artificielle de vous fournir une thèse de doctorat sur un sujet bien précis, en 300 pages, ce sera fait. Bien entendu. Ce sera fait. Et maintenant, vous pouvez avoir quelques retouches ici et là. Mais est-ce que finalement, l'homme, qui lui-même n'aura pas pris le temps d'aller faire des recherches en bibliothèque, en laboratoire, n'aura pas fait également des études de terrain, n'est pas finalement un acteur passif de la création? Ça, c'est valable peut-être pour le secteur éducatif. C'est valable également pour les calculs. Si vous êtes dans une réunion et que, grâce à l'intelligence artificielle, à partir des notes que vous avez eu à prendre, vous pouvez recevoir sur moins de 5 minutes un rapport assez global sur la réunion tenue. Est-ce que l'homme, là, n'est plus un acteur passif et donc un acteur remplaçable, finalement?
Alors, donc, je crois que sur cette question-là, ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, quand vous avez affaire un peu à l'intelligence artificielle, notamment quand il s'agit un peu de l'art, ou quand il s'agit des problèmes de reproduire, effectivement, une réflexion sur un thème à l'université, etc. Alors, donc, le problème maintenant, je crois que ça joue, toujours on revient un peu sur le problème de la conscience. Parce que vous avez, là-dessus, vous avez 2 ou 3 types de conscience. Il y a une conscience qui vous donne accès à des documents, là. Oui. Vous savez qu'effectivement, il y a une conscience d'accès à quelque chose. Et il y a aussi une conscience qu'on appelle un peu la conscience computationnelle, c'est-à-dire qui résout votre problème. Mais le problème, c'est que vous, effectivement, quand vous avez fini ce travail avec cette conscience computationnelle, c'est-à-dire qui résout entièrement le problème, effectivement, d'avoir un dossier ou un diplôme ou une thèse en 5 minutes, je crois que l'homme aussi, enfin l'humain, contribue un peu à cette conscience, parce que la machine n'a pas cette conscience, puisqu'on ne lui a pas donné la possibilité de l'avoir. Il faut toujours quelqu'un aux commandes. Il faut toujours quelqu'un aux commandes. Pour le produit final. Bien entendu, c'est ça, parce que quand vous avez ces consciences, ces émotions-là, qui s'agitent dans le... parce que la personne sait qu'elle a un temps précis pour faire un peu le dossier ou le diplôme ou la mémoire, la personne s'y prend avec cette conscience que effectivement l'appareil n'a pas. Même si effectivement de plus en plus on pense qu'avec les neurones artificiels qu'on met un peu dans ces machines-là, elles n'arriveront pas à résoudre un peu le problème. Donc c'est ça, cette complémentarité entre l'humain, effectivement, qui possède une conscience, qui possède des émotions, et effectivement la machine qui l'a pas, même si la machine, on lui donne par les neurones artificiels, effectivement, un certain nombre de capacités. Un certain nombre de capacités. Est-ce qu'il y a lieu de fixer peut-être des règles, sinon des bases à ne pas franchir, à la mesure où, oui, la recherche sera de plus en plus poussée? On voudra fabriquer des intelligences artificielles beaucoup plus performantes, les unes après les autres. Est-ce que là, on ne court pas également vers la chute de l'homme, fabriquer des éléments qui pourraient le détruire plus tard? Alors, c'est vrai que là-dessus, c'est une question un peu... une bonne question. Parce que l'intelligence artificielle a besoin de ce qu'on appelle un peu la conscience morale. C'est-à-dire que, vous savez, quand on fait un peu les premières expériences qui étaient très mauvaises à l'époque, c'est-à-dire quand on décidait un peu quand on demandait un peu d'écrire un peu l'homme noir, oui. Il était décrit de manière assez violente, outrancière, etc. Et donc, maintenant, certaines sociétés aux États-Unis, enfin, la communauté noire, c'est plein des gens, quand on demande à l'IA, effectivement, de reproduire un peu d'Africain, c'est en le caricaturant. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est que ça veut dire qu'il faut maintenant que, en dehors, effectivement, de la conscience, comment dire ça, computationnelle, c'est-à-dire trouver des solutions à un questionnement. Et il faut maintenant que les gens pensent maintenant à introduire des lois, comment dire ça, des lois morales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas peindre grossièrement un individu parce qu'il est noir, etc. Parce que ça va à l'encontre, effectivement, de ce qu'on appelle l'éthique. Donc il faut maintenant une éthique, effectivement, qui puisse effectivement réguler, parce que ça, c'est des problèmes de régulation qui se posent. Parce que la régulation a besoin de justice. Et sans justice, il n'y a pas de régulation. Et la justice veut que, effectivement, les gens qu'on opprime, les gens, effectivement, qui sont mis en minorité, et donc on a l'habitude, effectivement, de caricaturer les faits, que ces gens, effectivement, se rendent compte que l'intelligence artificielle aussi peut aussi les servir, parce qu'ils intègrent un peu ce qu'on appelle la communauté universelle, oui. C'est-à-dire tout ce qui représente un peu l'avenir du monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'humanité elle-même, c'est-à-dire l'humain, pour parler un peu comme un biologiste. Alors, donc, c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la conscience morale est très importante, effectivement, dans pour comment dire ça, bien situer ce que c'est qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle. L'Afrique doit jouer également son rôle. Les chercheurs africains dans le domaine doivent davantage s'investir.
Luc Ferry, Intelligence artificielle, grand remplacement ou complémentarité. C'est un livre visiblement à lire absolument. Oui, moi je crois que c'est... Du point de vue, parce que son approche est un peu philosophique, même si effectivement il travaille dessus pratiquement depuis 10 ans, parce qu'il met en lumière un peu la relation entre la biologie et puis la philosophie. Ça, il faut l'avoir étudié, parce que le corps humain, le corps vivant est différent un peu du corps mécanique. Oui. Ouais. Et les objectifs souvent pour ce corps qui est vivant, il faut trouver des régulations. Parce que si effectivement un de ces 4 patins, on commence à vous dire, bon voilà, on va introduire des machines dans votre tête, etc. Effectivement, ce sera plus, on ne rentrera plus dans l'humain, on rentre dans le mécanique là. Or, le mécanique effectivement est très dangereux pour l'homme parce que à partir du moment où le mécanique est supérieur en termes de réflexion à un individu, et là effectivement c'est là où on commence à rentrer un peu dans ce qu'on appelle aussi une sorte d'immortalité un peu. Parce que, vous savez, si quelqu'un ne peut plus mourir, ça veut dire qu'effectivement,